l'Alliance qui est là, ainsi que l'Observateur citoyen pour la gouvernance et la sécurité. Et permettez-moi aussi de vous souhaiter une bonne journée de l'Afrique, vu qu'on venait de célébrer l'Afrique récemment. Quant à ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est un thème extrêmement important, en même temps paradoxal, et aussi qui nécessite une réflexion urgente. Parce qu'il n'est pas caché à tout un chacun d'entre vous que notre pays, depuis 2012, vit une crise multidimensionnelle qui a mobilisé le monde entier, qui nous a d'abord, nous, mobilisés pour mobiliser le monde. Nous avons connu un affaiblissement de notre État qui a fait que nos dirigeants ont tendu la main au monde. Je disais lors des interventions, que ce soit françaises ou onusiennes, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était une volonté pure et simple malienne. Maintenant, les processus de paix au niveau du lancement, du développement et de l'apogée ont différentes appréciations des populations bénéficiaires. C'est-à-dire l'état d'esprit par lequel nous accueillons les missions d'intervention n'est pas le même que nous conservons au fur et à mesure de l'évolution de ces missions dans l'exercice de leurs fonctions. À titre d'exemple, lorsque la MINUSMA intervenait au Mali en 2013 sur demande du Mali et sur résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, les Maliens à l'unanime étaient pour et favorables pour cette mission. Et pour ne pas passer par le long du processus, vu que le temps qui nous est imparti est résumé, nous sommes aujourd'hui à ce point où beaucoup de Maliens se posent la question de la nécessité même de la présence de la MINUSMA. Est-ce quelque chose qui nous est utile? Est-ce quelque chose qui est pour nous ou contre nous? Donc, à cette réponse, il y a un aspect très important que je voudrais souligner, c'est un problème de communication et de compréhension sur les mandats des missions onusiennes. Et ce n'est pas seulement au Mali, de par le monde. Le Mali est par excellence l'un des plus grands contributeurs aux missions onusiennes dans le monde. En l'occurrence, nous avons même eu à présider, si je ne me trompe, la mission onusienne au Kosovo. Il y avait Kalfa Sanogo qui était président de la mission onusienne. Il fut ancien maire de Sikasso, si je ne me trompe. Donc le Mali a toujours contribué aux missions onusiennes. Donc quand le Mali a eu besoin du monde, le monde a voulu répondre présent pour le Mali. Donc cependant, dans l'exercice de cette mission onusienne, il y a eu des moments de compréhension, comme il y a eu des moments d'incompréhension. Les incompréhensions sont autour du mandat et du contenu de la mission onusienne. Le long de l'exercice de la mission de la MINUSMA, beaucoup de gens se disent que ces gens sont là pour alimenter la crise, d'autres se disent que ces gens sont là pour nous aider. À titre d'illustration, je voudrais parler au nom de ceux qui ont été sur le terrain, parce que les questions sécuritaires ont une vie externe par les spécialistes des questions de sécurité. Mais les acteurs internes ont les discours les plus sincères et qui puissent être les plus authentiques. Et sur ce, j'ai eu l'opportunité d'écouter l'actuel président du Burkina Faso, qui a servi dans la mission onusienne au Mali, qui a expliqué quelque chose qui peut peut-être répondre à l'incompréhension qui est autour de la sincérité de la MINUSMA et aussi peut-être de l'efficacité de la mission sur le terrain. Pour beaucoup de nos populations, ils se jugent être victimes. Certains se jugent être victimes de la MINUSMA. Le président, dans son allocution, il a expliqué que souvent, les terroristes ont recours à des méthodes qui font que les terroristes même se fassent passer pour l'ONU. Par exemple, ils prennent des véhicules où ils mettent les emblèmes de l'ONU, ils portent les tenues des missions onusiennes, ils portent des casques bleus, souvent même pour attaquer les bases de la MINUSMA. Donc, imaginez le même mode opératoire lorsque ces personnes utilisent des pratiques pareilles, aller attaquer des populations dans des villages reculés qui ne sont pas avertis de cette ruse que les terroristes peuvent utiliser pour créer de la confusion entre acteurs de la paix, décideurs politiques, les Nations Unies ainsi que les populations civiles. Donc, ce stratagème utilisé par les terroristes n'est pas facilement perceptible par les populations
qui sont directement sous l'effet de l'insécurité. Donc, il a eu à souligner qu'ils ont été une fois attaqués en 2018 par des groupes terroristes qui étaient habillés, comportés exactement comme une mission onusienne. Ils ont pu pénétrer dans les camps sans que la mission onusienne elle-même ne puisse savoir que ce ne sont pas ces éléments. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, au niveau des acteurs politiques qui parlent, qui informent vous, citoyens, il y a une grande incompréhension sur le mandat de la MINUSMA. Parce que le mandat de la MINUSMA, lorsqu'il a été renouvelé sous la résolution 2584 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le 25 mai 2021, il n'y a pas un contenu de lutte antiterroriste qui est inclus dans le mandat de la MINUSMA. Il y a dans le mandat de la MINUSMA des points qui disent que la MINUSMA doit soutenir l'État malien dans ses efforts de sécurisation et de retour de l'administration sur l'ensemble du territoire, soutenir le Mali dans son dialogue intermalien, notamment avec les mouvements armés, chose qui, moi, je pense, la MINUSMA n'a jamais manqué de faire. Parce que lorsque la MINUSMA intervenait en 2013, nous n'étions pas à un accord avec nos frères des mouvements armés. Et ils ont pu diligenter quand même ce processus qui nous a amené à ce qu'on appelle l'accord de paix d'Alger. Et dans leur mandat, il est dit qu'ils doivent assister le Mali dans l'application et la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger. Là encore aussi, il y a des paradoxes, des complexités et des divergences d'opinion qui sont alimentées par toujours ce que j'appelle de l'incompréhension. Parce que lorsque les gens ne convergent pas d'un point de vue communicationnel sur ce qui est la tâche et la mission de chaque entité présente dans un environnement de conflit, ça crée toujours des problèmes. Donc il est important que les Maliens sachent qu'il n'est nulle part inclus dans la mission de la MINUSMA que de faire la lutte antiterroriste. Donc cependant, la protection des populations civiles est dite dans le mandat de la MINUSMA sous le couvercle du maintien de la paix. Et ce débat est tenu au haut sommet des décideurs sur la question de la paix, notamment dans le Conseil de sécurité des Nations Unies et aussi auprès de tous les observateurs. Ils sont convergents aujourd'hui sur le fait que maintenir une paix qui n'existe pas pose des questions. Ce qui a engagé des réflexions un peu partout de par le monde et qui nous amène même dans la salle aujourd'hui à réfléchir quel serait le mandat approprié pour la MINUSMA. Entre-temps aussi, il y a certains de nos compatriotes qui sont pour l'option même du départ de la MINUSMA. Chose qui, moi, je juge être extrêmement compliquée selon la configuration actuelle que nous vivons. Faire partir une mission onusienne dans un État extrêmement affaibli, c'est-à-dire les causes qui ont conduit à la crise de 2012, qui nous ont fait appeler la mission onusienne, qui nous ont fait appeler Barkhane, ne sont pas des causes résolues. Donc, en résolution des conflits, on s'attaque aux facteurs causaux de la crise pour essayer de dégraisser les conséquences de la crise. Et aujourd'hui, parler au nom de ces populations victimes de l'insécurité, seulement à partir de Bamako, au prétexte d'une volonté de souveraineté politique, au prétexte d'un complot international contre le Mali, est quelque chose qui, malheureusement, nous, de notre point de vue, nous ne soutenons pas. Par rapport à l'efficacité de la MINUSMA, beaucoup de gens se disent qu'ils ont un budget colossal de 1 milliard de dollars. Nous ne voyons pas les résultats. Tous les résultats des actions ne sont pas perceptibles. N'hésitez pas de m'arrêter si mon temps est Vous êtes tellement pertinent qu'on ne peut pas vous arrêter tout de suite. D'accord. Ouais, ouais. Donc, les gens se posent des questions sur les résultats de la mission au regard du budget qui est alloué à la mission, notamment environ 1 milliard de dollars américains, si je ne me trompe pas. Donc, il faut reconnaître que le territoire malien est un territoire énormément vaste, extrêmement compliqué par ses diversités, par ses inégalités de développement, que quels que soient les fonds qui vous sont alloués, il est extrêmement compliqué que de vous substituer à l'État. Parce que beaucoup de choses qu'on demande à la MINUSMA pour se parler un discours de sincérité est une mission qui incombe à l'État malien. Aucune mission onusienne ne peut se substituer à un État. Et si l'État malien est à un point de stabilité qui permet aux décideurs des Nations Unies, ou bien le Mali même d'un point de vue autonome, de dire qu'aujourd'hui on peut se passer de la MINUSMA, c'est ce qui est recherché par tout le monde, y compris les Nations Unies. Ça ne plaît à personne que de dépenser de l'argent.
lorsque vous pouvez vous abstenir de dépenser de l'argent, c'est important. Maintenant, certains observateurs au Mali sont dans la logique que l'aménagement est un complot contre nous. Sur ce, je vous dis que c'est entièrement faux du principe que le monde entier ne peut pas être contre nous. L'aménagement, elle est composée de pays frères, dont je vous ai expliqué l'exemple de l'actuel président burkinabé qui a servi dans la mission onusienne et qui aujourd'hui se trouve comme chef suprême des armées au Burkina, qui a donné une bouffée d'oxygène au Mali dans ses opérations militaires de lutte contre le terrorisme. Parce que dans ses propos, il a eu à expliquer que les avions de chasse maliens arrivent à se reposer à Ouagadougou, comme les avions militaires burkinabés arrivent à se reposer à Bamako. Ce qui nous renvoie au fait que dans la lutte antiterroriste, dans notre combat de sécurité et de stabilisation de notre pays, la collaboration avec nos voisins et avec nos partenaires du monde est extrêmement importante. Et il est regrettable de voir que nous sommes rentrés dans une logique de positionnement sur la scène internationale qui n'a jamais été soutenue dans ces pays, même par ceux qui nous jugeons être des guides politiques. Tous les mouvements qui demandent le départ de l'aménagement le font au nom d'un panafricanisme, ils le font au nom d'un patriotisme qui ne peut pas être plus panafricaniste et plus patriote que Modibo Keïta lui-même. Moi, c'est la question que je me pose. Quand je vois cet acharnement qui est tenu contre presque tous les pays du monde, que notre seul ami, ce sont X, Y, ça n'a pas de sens. Lorsque vous êtes en crise, il faut mettre en place une diplomatie internationale qui fait que vous êtes en bon terme avec le monde entier, principalement les voisins. Et aujourd'hui, il est à reconnaître que nous ne sommes pas en bon terme avec tous nos voisins. Et tous nos voisins ne sont pas contre nous seulement parce qu'il y a eu coup d'État dans notre pays. Il faut se détromper. Nos voisins ne sont pas dans la logique que nous partageons, que d'accuser facilement les gens. Vous avez une mission onusienne qui est chez nous, qui est composée de beaucoup de pays, notamment des pays frères africains, qui n'ont rien à gagner dans la déstabilisation du Mali. Lorsque de la propagande est animée pour dire à tout le monde que non, ils sont là contre nous, que si vous voyez qu'il y a le terrorisme, c'est bien né, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on se mette dans une logique de réflexion. On ne peut pas être d'accord sur tout. D'accord. Il y aura des points de divergence. Et juste une dernière parenthèse, si vous permettez. L'aménagement a aussi une mission d'application de l'accord de paix d'Alger. Et à ce niveau, lors d'une conférence internationale récemment où nous avons eu l'opportunité d'échanger avec les chefs de l'aménagement, j'ai expliqué qu'il y a un problème démocratique avec l'accord de paix d'Alger. Qu'on mette l'accord de paix d'Alger au cœur du débat démocratique, c'est-à-dire depuis l'adoption de l'accord d'Alger, il n'a pas été présenté à l'Assemblée nationale. Il n'a pas été présenté pour qu'il puisse passer quand même ce qu'on appelle l'exercice démocratique. Lorsque l'Assemblée nationale parle de l'accord de paix d'Alger, il ne s'agit pas d'une logique de rejeter, mais il s'agit d'une logique même de contribuer à l'amélioration et à la faisabilité de l'accord de paix d'Alger. Et dans la nouvelle proposition de la Constitution, vous allez voir que nos frères des mouvements armés sont contre la nouvelle Constitution. Ils se sont opposés. Et cette opposition est née, selon moi, du fait que nous n'avons pas suffisamment parlé sur ce qui ne va pas dans l'accord, sur ce qu'il y a à améliorer dans l'accord avant de passer à ce qu'on appelle l'opium du peuple. Donc tous ces différents points doivent être pris en compte pour qu'en tant qu'acteurs de la crise, en tant que compatriotes, nous puissions trouver un point de convergence pour sortir notre pays de l'ornière de l'insécurité et de tout ce qu'il est en train de vivre comme nous. D'accord, merci à M. Oudould Brika, président de l'Assemblée nationale convergente des jeunes du Mali, un jeune brillant qui a le courage de ses idées. Donc, il dit ce qu'il pense à chaque fois lors de ses prises de position. Et c'est ce que moi j'apprécie personnellement chez vous. Vous n'êtes pas dans la grande vague où il faut carrément voir les choses de la même manière. Donc ça, c'est à votre actif. Et on va donner la parole à la présidente de l'ONG sahélienne pour la justice, la gouvernance, la paix et la sécurité, sociologue de formation, Nana Touré. Vous avez la parole pour votre communication. Merci beaucoup, Antaïr. Merci à l'Observatoire et à son partenaire, la Fondation Friedrich Ebert. Bonsoir, la salle. C'est un grand plaisir pour moi d'être là cet après-midi, d'échanger avec vous sur une thématique aussi intéressante et puis pertinente que tout le monde en parle aujourd'hui. Alors, pour parler de l'aménagement, moi je me dis, d'entrée de jeu, 2 points sont fondamentaux de mon point de vue.
Alors, le premier, ce sont des points de rappel. Hein. Le premier point de rappel pour moi, c'est que il faut qu'on note que le contexte d'intervention de la MINUSMA au Mali est différent de celui des autres missions onusiennes dans d'autres pays. Comme on dit, chaque cas est un cas. Parce que quand la MINUSMA intervenait au Mali, mon frère vient de le dire, ça a trouvé que le Mali était dans une situation un peu compliquée. Nous sommes toujours dans cette situation. Et c'est vraiment une crise multidimensionnelle vraiment, et qui a été provoquée par plusieurs facteurs et malheureusement qui n'a pas pu être gérée comme il faut par les différents régimes qui se sont succédés. Et par conséquent, nous nous trouvons dans une situation, une crise qui fait des victimes civiles et militaires. Au début, c'était au nord, après le centre, et maintenant partout dans le Mali. Donc ça, c'est un premier point qui est assez important à noter. Maintenant, le second point, c'est que pour ce qui concerne le mandat de la MINUSMA, je pense qu'il en a longuement parlé. Ce mandat n'est pas un mandat offensif. Contrairement aux attentes de beaucoup de Maliens, de beaucoup d'acteurs nationaux, ce mandat n'est pas un mandat offensif, c'est beaucoup plus un mandat qui accompagne les autorités nationales. C'est un mandat qui accompagne la mise en œuvre de l'accord, mais qui s'intéresse aussi aux régions du centre. Parce que à cause de tout ce qui se passe, comme les affrontements, les conflits intercommunautaires, qui continuent de faire beaucoup de victimes, donc la MINUSMA s'intéresse aussi dans cette partie du Mali. Donc c'est vraiment pas un mandat offensif. Maintenant, pour revenir à quelques défis et constats concernant toujours la MINUSMA, c'est que nous nous trouvons dans un pays où il y a une faible présence de l'État dans la plupart des régions du Nord, dans la plupart des régions du centre. Quand je parle de la faible présence de l'État, c'est surtout à travers ses services sociaux. Alors, moi, je me rappelle quand nous étions enfants, parce que je suis de Mopti, et assez souvent, j'avais des parents qui partageaient avec nous le comportement de certains agents de l'État. Et au lieu que ce soit un État qui collabore avec la population, qui essaye de susciter la contribution de la population, qui valorise la contribution de la population pour le développement local, mais c'était plutôt un État qui mettait de la pression, un État autoritaire qui essayait tout le temps d'intimider les gens. Donc, du coup, ça fait que beaucoup de personnes ont eu des réticences face à ces acteurs, à ces agents de l'État sur place. Et après, quand les djihadistes, les personnes que nous appelons des djihadistes, entre guillemets, quand ils sont venus, ils ont compris le problème, ils ont essayé de combler le vide parce qu'il y avait vraiment un vide et ça a marché. Et aujourd'hui, la problématique, c'est de voir comment est-ce qu'on peut gagner à nouveau les cœurs de ces populations-là. Parce que c'est ce que nous oublions. Moi, je me dis, les missions, les interventions 100% militaires, si nous essayons de voir partout dans le monde, ça n'a pas donné que des succès, en fait. Et je me dis que le Mali ne va pas faire exception. Surtout pour le cas du Mali, c'est une guerre asymétrique. Nous avons les gens qui s'opposent à nous, les gens qui nous attaquent sont des gens de nos propres communautés. Ce sont nos frères, ce sont nos oncles et autres. Avant, la plupart de ces personnes-là nous venaient d'ailleurs, mais au jour d'aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont des locaux, sont des Maliens. Maintenant, dans une situation aussi complexe, est-ce qu'on peut se focaliser sur l'option militaire? Alors, l'autre aspect aussi qui est aussi un défi non moins important, c'est qu'au Mali, on a des frontières qui sont très poreuses. Et il y a beaucoup de trafic qui se passe au niveau de ces frontières-là, dans les zones transfrontalières. Et malheureusement, ces trafics constituent de véritables sources de revenus pour les groupes armés, les individus armés, et qui ont des conséquences sur la population civile. Et ce qui est encore dommage, c'est que ces trafiquants ont des connexions jusqu'au niveau des grandes villes, ou bien au niveau même de Bamako. Mais même si nous prenons par exemple le cas de la drogue, aujourd'hui, presque dans toutes nos grandes villes, les jeunes se droguent. Et pour moi, c'est un problème de santé publique, c'est un problème assez important, très grave. Il va falloir en parler, discuter et puis trouver des solutions. Il y a aussi ces défis géopolitiques au niveau régional, au niveau international, qui nous handicapent aussi. Mais je me dis aussi, un autre défi, c'est qu'on en parle assez souvent, c'est par rapport aux questions de diagnostic. Parce que ce sont les organisations de la société civile qui sont censées faire des diagnostics pour recueillir les perceptions,
pour remonter les besoins réels des populations et partager avec les décideurs ainsi qu'avec les autres acteurs internationaux. Mais malheureusement, ce diagnostic aussi n'est pas fait comme il faut. Donc, du coup, ça fait de telle sorte que les missions de stabilisation qui interviennent sur place, ces missions ne sont pas assez bien adaptées. Alors, pour partir rapidement, quelques éléments de proposition pour terminer. Allez-y. OK. Oui. Alors, je me dis, aujourd'hui, bon, ça va dépendre, bien sûr, si les autorités maliennes ne vont pas s'opposer. Si le Mali décide le renouvellement du mandat, je pense que pour cette fois-ci, ça serait vraiment intéressant d'associer les organisations de la société civile à la revue du mandat de la MINUSMA, parce que ce sont ces organisations-là qui sont plus proches de la population, qui peuvent faire remonter les besoins réels des populations. Et ça permet aussi de véhiculer, de partager le contenu du mandat avec un public assez important. Comme il l'a dit, il y a un problème de communication autour du mandat de la MINUSMA. Les gens ont beaucoup d'attentes. Pourquoi la MINUSMA ne nous débarrasse pas des terroristes? Pourquoi la MINUSMA ne fait pas ça? Pourquoi la MINUSMA ne fait pas ça? Donc il faut savoir c'est quoi exactement. La MINUSMA a quel mandat pour intervenir? Quelles sont leurs missions par rapport à cette intervention? C'est extrêmement important de le savoir. Et aussi, une autre proposition, c'est de dire qu'on ne va pas se fatiguer de le dire, c'est de créer davantage, de soutenir des initiatives économiques des femmes et des jeunes qui ont tendance à rejoindre les groupes armés et extrémistes. C'est un ensemble, en fait, parce qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, ça va être très difficile de vouloir mettre fin à cette crise seulement qu'avec l'option militaire. Donc, nous devrons travailler de sens à reconquérir les cœurs de toutes les populations, que ce soit au sud, que ce soit au nord, que ce soit au centre, mais ça se fait vraiment de façon assez intelligente. Donc, si ça se passe par la création des activités génératrices, mais l'État aussi doit travailler dans le sens de la sécurité au sens large. Il faut vraiment assurer la sécurité holistique pour toutes les populations, oui, et aussi travailler dans le sens à permettre, surtout ces services-là sont vraiment des services, on ne peut rien faire sans ces services. Quand ces services n'existent pas, ça veut dire que l'État n'existe pas. Je parle des services liés à la santé, à l'hygiène, des services liés à l'eau potable, des services liés à l'éducation, tout ce qu'on appelle filets sociaux de sécurité. Ces services, il faut les assurer pour qu'on puisse sentir la présence de l'État. Je m'arrête là pour le moment. Merci Nana Touré pour votre brillante communication. Et donc, le débat, il est assez important. Dans ce pays, ça manque de débat. Si à chaque fois, on se retrouve pour parler autour des conversations citoyennes, je pense qu'on pourra trouver des solutions pour le pays. Mais on préfère ne pas débattre. On préfère rester dans le rejet de l'autre. On préfère accuser et dénigrer. Et c'est comme ça que les crises arrivent. Notre pays est un pays où on refuse le débat contradictoire, argument contre argument. Nous, on l'a toujours dit, hein, la force des arguments et non les arguments de la force. Donc, on passe la parole à Cheikh Oumar Doumbia, hein, qui est directeur exécutif de MEND, hein, un jeune aussi très courageux, qui a le courage de ses idées, spécialiste des questions politiques. Cheikh Oumar Doumbia, pour votre communication. Merci beaucoup, Ataer, pour la parole donnée. Mes salutations à tous. Déjà, merci à l'Observatoire d'avoir créé cette opportunité-là et merci à vous d'être là. Par rapport à la situation actuelle du Mali, je me dis le conflit est bien différent de ce que nous constatons. Nous sommes actuellement dans un conflit qui oppose la réflexion profonde à la réflexion synthétique. C'est un conflit qui date de loin. Moi, je me souviens, et je vais être très personnel dessus, j'ai la chance aujourd'hui, mon oncle est là, et la personne que je vais évoquer, il le connaît. Moi, je me souviens, en 2008, mon père m'a dit que ce pays fait face à une crise existentielle. Ce que Hollande a dit en 2013, moi, mon père me l'a dit en 2008. 2008. Et à l'époque, l'idée pour lui, par exemple, c'est quelqu'un qui aime bien réfléchir. Donc, l'idée pour lui, c'était quoi? C'était qu'on avait besoin de toutes les forces armées maliennes dans les régions du Nord et au centre. Et c'est là où ils avaient pensé, les pick-up que vous voyez au coin de rue, ça a été pensé en 2008. Les gens ont dit que c'était exagéré. Les décideurs ont pensé que c'était des mesures exagérées. Et dans ce pays, les gens aiment bien penser que les choses ne sont pas arrivées là où elles sont. Et on aime se dire que non, c'est beaucoup plus simple que ça. Cette question de la MINUSMA, ce n'est pas la MINUSMA qui est mise en cause. C'est le fonctionnement de notre État qui est mis en cause.
Le Mali est inscrit sur la liste des États faillis depuis 2010. Je ne sais pas si vous le savez. Les gens parlent de 2012. Mais en 2010, le Mali a été inscrit sur la liste des États faillis. 10. Ah, le vieux, il corrige. D'accord, je vais accepter la correction et dire 2008. C'est encore pire. Ça veut dire que 4 ans avant que 2012 n'arrive, nous étions déjà en panne et que personne ne s'était rendu compte que nous étions en panne séculaire. Les gens vivaient tranquillement leur vie, comme aujourd'hui nous le faisons. Ils vivent tranquillement. L'une des choses les plus importantes à savoir, qu'est-ce que c'est? Est-ce que nous voulons de l'aménagement? Est-ce que nous ne voulons pas de l'aménagement? Ce que nous cherchons, ce n'est pas la souveraineté. Ce que nous cherchons, ce n'est pas le patriotisme. Nous cherchons le libertinage. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens sont en train de chercher à pouvoir faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent avec ce pays-là. Et ça, si on le laisse faire, c'est nous qui perdons. La même discipline, parce que pour parler d'affaires politiques, il faut avoir une certaine discipline. Un État se construit avec de la discipline. Et cette discipline n'est pas celle que l'on réclame. Hein. Ce n'est pas simplement être discipliné à la circulation ou à la maison. C'est la discipline politique. La discipline politique voulait quoi? Quand un président de la République est élu, on lui remet un mandat. Que vous l'aimiez ou pas, que vous n'aimiez pas sa gouvernance ou pas, vous lui avez remis un mandat. Donc, ce n'est pas surprenant qu'un peuple qui n'a aucun scrupule a retiré le mandat de son propre président de la République, sous prétexte que ce président de la République est lui-même un chef rebelle, qu'il est contre le Mali. La narrative qui a été utilisée contre ATT, c'est la même narrative qu'on utilise contre l'aménagement. Faites la comparaison, s'il vous plaît. Ce qu'on a dit à ATT, c'est ça. On a dit Amadou Toumani Touré, c'est lui-même le chef rebelle, c'est lui qui donne les positions de nos forces armées, c'est lui qui interdit aux forces militaires maliennes de riposter quand les rebelles les attaquent. Vous vous souvenez? Est-ce que ce n'est pas exactement la même chose qu'on dit de l'aménagement aujourd'hui? La narrative n'a pas changé, le comportement n'a pas changé. On vit dans un pays où on ne veut pas réfléchir, on cherche le bouquet mystère. On le fabrique, on le crée et on l'exploite. Et ce travail se fait par la contribution de tout un chacun. Il faut qu'à un moment donné, nous comprenions qu'être patriote, ce n'est pas se rebeller, que notre langage politique change. Je le dis tout le temps aux jeunes, je dis, quand les gens veulent parler de politique dans ce pays, ils disent quoi? Ils disent, nous allons lutter, nous allons combattre. Qui a dit aux Maliens que la politique, c'est lutter ou c'est combattre? La politique, c'est construire. C'est construire. Et malheureusement, on prend des enfants, on leur dit, non, il faut lutter, Modibo a lutté. Je vous en prie, à un moment donné, il faut penser à des gens qui ne sont pas nous. À ceux qui viendront après nous, qui vont pouvoir diriger, vivre dans ce pays-là. Et quand il faut penser à ces gens, voici le certain nombre de choses qu'il faut voir. Quand déjà Serval venait, moi je faisais partie des gens qui disaient que Serval n'était pas une bonne idée. Ce n'était pas une bonne idée parce qu'il y avait eu des études auparavant. Et ça aussi c'est important, il faut étudier l'histoire en profondeur. Sous Moussa Traoré, Nelson Mandela et Muammar Kadhafi avaient mené des études avec des spécialistes pour dire que toute présence militaire étrangère sur le sol africain est un danger pour l'Afrique. Et c'est pourquoi Moussa s'était opposé formellement à la présence américaine, parce que Africom devait être installé à Ménaka. Africom qui est en Allemagne aujourd'hui. Africom était prévu pour être installé à Ménaka. Le commandement des forces de l'OTAN pour l'Afrique, c'était pour Ménaka. Moussa a tout fait pour dire non, parce qu'il était dans cette réflexion avec ces leaders politiques-là. Cette réflexion existait et on aurait simplement pu s'en inspirer pour coordonner notre interaction avec Serval. Autre chose, le Mali, comme il l'a dit, a participé à beaucoup de missions onusiennes. Nous avons fait appel à la mission onusienne sans consulter nos officiers. Les officiers de l'armée malienne qui sont allés commander des missions de l'ONU dans les autres pays. Personne ne les a appelés pour dire « réfléchissons, nous voulons faire appel aux Nations Unies. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc, le mécanisme de prise de décision est biaisé. Parce que nous prenons des décisions circonstancielles, nous réfléchissons selon ce qui se passe tout de suite, nous n'analysons pas ce qui s'est passé et nous ne prévoyons pas les répercussions. 2, ce qui se passe, c'est que nous ne pouvons pas nous-mêmes nous remettre en cause. Nous-mêmes nous remettre en cause, c'est quoi? C'est qu'en 2012, le conflit était où? À Kidal. Le conflit a évolué grâce à un coup d'État. Il faut le retenir. Les gens n'aiment plus dire ça parce que les militaires sont au pouvoir et on veut être leurs bons amis. Mais c'est la vérité. S'il n'y avait pas eu, quand il y a eu le coup d'État de 2012, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a coup d'État, quelque chose se passe dans l'armée. On brise la chaîne de commandement militaire.
Et la chaîne de commandement militaire au Mali, elle a été brisée à partir de Moussa. Et je parle de Moussa. Moussa, c'était un bon ami. J'allais le consulter, j'allais apprendre de lui. Il a dit ce que nous ne savions pas quand nous avons pris le pouvoir, c'est que nous avions brisé la chaîne de commandement militaire. Il a dit nous étions 10 lieutenants et 4 capitaines. Eux, à leur niveau, ils étaient 14. 10 lieutenants, 4 capitaines. Il y avait des colonels, il y avait des généraux qui étaient préparés. Et ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, un lieutenant est devenu chef suprême des armées. Il n'avait aucune préparation pour la guerre, pour ce type de prise de décision. Il est venu prendre des décisions militaires extraordinaires que les gens ont appréciées. Moussa a été apprécié pour sa force militaire. Mais ça manque de préparation. Nous vivons ces conséquences-là aujourd'hui. Parce que, comme elle l'a dit, la force militaire seulement appliquée n'est pas la bonne réponse. Et c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé la force militaire, puissance 10 000, nous voyons le résultat. Donc ça crée une condition de « oh, nous allons nous venger de nos propres frères parce que nos frères nous ont combattus au maximum ». Et si, quelques années après, nous nous retrouvons dans la même situation, parce que ce n'est pas une nouvelle situation. Ce que le Mali vit aujourd'hui, ce n'est pas nouveau, c'est la même situation. La même situation. Ok, des jeunes officiers ont encore pris le pouvoir. Cette fois-ci, c'est des officiers supérieurs. Mais encore une fois, ils sont en manque de préparation parce qu'ils n'ont pas suffisamment étudié à l'école de guerre. Certes, la majeure partie ne sont pas allés à l'école de guerre. Il y a un seul qui est parti à l'école de guerre qui comprend les contextes généraux d'une guerre. Et quand vous partez à l'école de guerre, il y a une division des travaux qui sont faits. Certains vont dans l'infanterie, certains vont dans le renseignement. Certains, les gens disent, nous faisons face à un conflit asymétrique. Le Mali a l'un des meilleurs experts africains en termes de conflit asymétrique. Cherchez, vous trouverez. Moi, je le connais. Je ne vais pas faire de pub pour lui, mais cherchez, vous le trouvez. Tous les grands des chefs d'État africains l'appellent pour s'inspirer de lui. Le Mali ne l'utilise presque pas, mais la sous-région l'utilise. Les gens aiment bien l'utiliser. Et pourquoi ça se passe? Parce qu'on ne veut pas utiliser l'intellect. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche de discuter avec la MINUSMA? Non, 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 on ne veut pas avoir une discussion sur le mandat, on ne veut pas avoir une discussion sur le contenu du mandat, on veut justement aller dans les monuments, aller dans les salles pour dire non. Non à quoi? Si nous avons créé un gouvernement, nous avons créé un appareil politique, la création, l'essence même de l'appareil politique, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est pour éviter que l'ensemble se trouve dans une situation binaire. C'est ce qu'on enseigne dans les grandes écoles de sciences politiques, c'est pour éviter le binaire. Le binaire, c'est quoi? Le oui et le non. On ne peut pas être 20 millions de Maliens et que les seuls choix qui s'offrent à nous, c'est soit oui, soit non. Ça veut dire que nous ne sommes pas en train de réfléchir. Face à une situation, nous devons pouvoir développer des systèmes, développer des dérivés, développer des mécanismes qui vont nous permettre de répondre. Mais tout ce que nous arrivons à faire en tant que 20 millions de Maliens, c'est de nous mettre face à des choix binaires. ATT ou pas ATT, IBK ou pas IBK, MINUSMA ou pas MINUSMA, Serval ou pas Serval. Des choix binaires. Si nous restons dans le binaire, ça veut dire que, comme il a dit, nous tuons la réflexion et maintenant, c'est chacun choisit son camp. Et quand chacun choisit son camp, on se rapproche de plus en plus de la division. Et aujourd'hui, nous avons un peuple divisé. Ceux qui sont pour applaudissent, ceux qui sont contre se taisent, l'aigreur, la rancune s'installe. Donc pour moi, la MINUSMA, ce n'est pas le danger qui nous guette. Le danger qui nous guette aujourd'hui, c'est dans 5 ans, comment est-ce qu'un Malien fera face à un autre Malien? Dans 5 ans, ceux qui aujourd'hui s'insultent les pères et les mères, pour des idéaux politiques, comment ces gens vont devoir vivre ensemble? Parce qu'il s'agit de ça. Quand on parle d'accord de paix, il s'agit de vivre ensemble. Parlant de l'accord issu du processus d'Alger, c'est que nous, encore une fois, l'erreur, nous nous sommes mis dans le binaire. Ah, il faut appliquer l'accord, il ne faut pas appliquer l'accord. Qui dans cette salle a déjà vu un accord de paix mis en œuvre à 100%? Vous avez déjà vu ça quelque part dans le monde? Non. Les accords de paix permettent aux États de gagner du temps. Gagner du temps pour pouvoir répondre. Nous avons eu la chance d'avoir l'accord, ok? Et l'État aurait dû profiter de l'accord pour s'installer, pour apporter les réponses primaires, pour installer des dispensaires, pour mettre en place son mécanisme de sécurité, pour installer des écoles là où il ne faut pas. C'est impossible de demander à la MINUSMA ou à quiconque de venir dire à un jeune Malien qui, de 0 à 17 ans, n'a jamais vu le drapeau de son pays, de faire preuve de paix. Parce que pour nous, à Bamako, c'est inadmissible. Mais quand on est leader de jeunes, on se promène dans le pays. Et quand on se promène, vous allez dans des endroits où des gens n'ont jamais, des Maliens, ils n'ont jamais vu le drapeau du Mali.
Parce que l'enfant voit le drapeau où? À l'école. Chez lui, il n'y a pas d'école. Il voit le drapeau où encore? À la mairie. Il n'y a pas de mairie chez lui. Ça, c'est un problème que l'aménagement ne peut pas répondre. Et ça, c'est un problème que acheter des armes ne peut pas répondre. Et les gens pensent que sans répondre à ces questions-là, la simple réponse, c'est bon, il faut abattre tout le monde. Et voilà, c'est le terrorisme, c'est le djihadisme, c'est beaucoup trop simple. Cheikh Oumar Doumbia. Merci. Merci. Cheikh Oumar Doumbia, qui est un brillant interlocuteur. Hein. Merci de l'applaudir. Hein. C'est un brillant interlocuteur. Et ce qu'il ne dit pas, hein, c'est un homme de conviction, ce qu'il ne dit pas, c'est que c'est un fils de militaire. C'est un fils de militaire, mais vous voyez ses réflexions. Ce qui manque, hein, encore une fois, nous, on est dans un cadre où on voit dans la salle des personnes de qualité, ça manque de réflexion dans ce pays. Ça manque de réflexion, encore une fois, dans ce pays. On est dans la chorégraphie au plus haut sommet de l'État. Quand les gens sortent, quand il y a eu je vais donner tout de suite la parole au public, hein, quand il y a eu les sanctions que les autorités du Mali ont appelées les sanctions illégales, illégitimes, inhumaines. Et ça a été décidé en Conseil de ministres. Hein. C'est pour la première fois dans l'histoire du Mali où une marche est décidée en Conseil de ministres. Et après, le peuple sort, le Premier ministre s'improvise statisticien. Il dit qu'il y a eu 4 millions de Maliens qui sont sortis pour réaffirmer la souveraineté du Mali. Mais à ce niveau-là, si 4 millions de Maliens sortent au niveau de la place de l'indépendance, la logique voudrait que ces gens-là, 4 millions sortent, on va dire, c'est une très bonne chose. C'est le Mali qui est debout, mais on va dire ensemble et en cœur, on se lève, 4 millions, on va libérer le Mali. C'est ça le message. Mais 4 millions de Mali, on crie à bas, et on applaudit un autre maître. Mais ça, c'est l'incohérence totale. Et quand on le dit, et puis après on dit non, celui-là, ce n'est pas un bon Malien. Donc ça manque en réalité, ça manque de réflexion dans ce pays. Nous, on avait dit à l'époque que la foule ne réfléchit pas. Attention aux humeurs de la foule. La foule ne réfléchit pas. Résultat des courses, on vient, on ferme Djoliba. Et le peuple applaudit parce qu'on a dit que non, entre-temps, bon, Djoliba, la dernière fois, on était dans une émission où on parlait de délestage. Et quelqu'un appelle, on parle de délestage, quoi, à Bamako et au Mali. Quelle solution? Il y a un auditeur qui parle, il appelle, il dit qu'il veut savoir pourquoi on traite un sujet sur le délestage au Mali. Je lui pose la question s'il n'y a pas de délestage. Il dit non, ce n'est pas ça le problème. Il faut dire que le Mali avance, le Mali bouge, la sécurité est là. Je lui pose une question, je lui demande est-ce qu'il a une question? Parce qu'on a voulu être imperturbable, comme s'il voulait nous perturber en pleine émission. Il dit non, que lui, sa question, c'est de nous demander quel est notre objectif. Pourquoi on dit qu'il y a délestage? Donc aujourd'hui, ça manque de réflexion. Et puis c'est les résultats aussi. Aujourd'hui, les gens partent à l'école, mais la majorité n'ont pas le niveau. Hein. Il n'y a pas de niveau au Mali. Les gens ont des maîtrises, mais en réalité, ça ne réfléchit pas. Ça ne réfléchit pas. Et cette division même se trouve aujourd'hui, même dans les familles, les gens ne se parlent pas. Je parle de... quand on a été unis, à chaque fois qu'on a été unis, on a gagné. C'est Alpha Oumar Konaré qui le dit. Il dit, à chaque fois qu'on a été désunis, on a perdu la bataille de Tondebi, 1591. Quand on a été unis, on a gagné. Et puis quand on a été désunis, on a perdu. Et puis il nous rappelle la bataille de Tondebi en 1591. Et aujourd'hui, on est désunis, hein, malgré des apparences bien entretenues. Mais le président Ibeka, il a été un vrai démocrate. Les gens sont sortis pour demander sa démission. Il n'a jamais interdit des marques jusqu'à sa chute. C'est ça un démocrate. Parce qu'il a voulu, il a instauré le débat. Les gens sont allés à leur terme pour demander sa démission en tant que président parce qu'il a échoué. Mais nulle part, personne n'a été inquiété. Aujourd'hui, vous dites que le pays ne bouge pas, qu'on est dans la propagande. Résultat des courses, vous allez répondre tout de suite où on vous amène dans des lieux inconnus et personne ne parle. Mais on ne peut pas construire un pays comme ça. On ne peut pas. C'est-à-dire que c'est de la contradiction. C'est de la contradiction qu'on peut construire un pays. Tout le monde, quand dans un pays, tout le monde dit la même chose, quand tout le monde pense la même chose, quand on fait les mêmes réflexions, on a les mêmes pensées, c'est le signe d'un malaise. Ça montre tout simplement qu'il y a un malaise, le pays va tomber, va sombrer. Le pays va sombrer. Donc bon, on a fini, on va donner la parole là. Hein, c'est juste une digression, hein, parce que je sais que cette salle est une salle où je me sens en sécurité, on peut parler. Hein, sinon, même aujourd'hui, hein, voilà, parce que je sens qu'il y a des intellectuels dans la salle. Donc on peut leur parler. Sinon aujourd'hui, c'est l'autocensure à tous les niveaux. C'est l'autocensure à tous les niveaux. Les gens ne peuvent pas parler. Pour parler, il faut... Mais aujourd'hui, il y a des gens qui on voit au chapitre qui parlent des affaires de la cité, mais qui n'ont aucune expertise. Qui ne connaissent même pas le pays, qui ne connaissent même pas le Mali.
qui n'ont jamais quitté Bamako et qui parlent au nom du Mali. Ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas prospérer. On va donner la parole au public pour prendre les réactions. Voilà, 2, 3, 4 réactions. Voilà. Allez-y. Ok. Pardonnez mon impertinence. Hein. En tout cas, merci l'Observatoire de m'avoir invité. Merci de m'avoir donné la parole. Moi, c'est Boubacar Amourou Diko, je suis premier vice-président du parti Élément, conseiller municipal en commune 4. Aussi, pour la qualité des différents intervenants. Franchement, j'avoue, c'est impeccable. Moi, mes interventions, c'est d'abord quelques observations, une question, et peut-être donner un peu de perspective par rapport à ma vision sur le mandat de l'aménagement, les thèmes du sujet. D'abord, l'aménagement, ça fait 10 ans. Ça fait un petit bonhomme, quand on le voit lire en être humain, c'est un petit bonhomme. En termes d'expérience, dans le milieu professionnel, c'est suffisamment, c'est beaucoup. Donc je pense que ça, c'est un fait qu'il faut tenir compte. Et 10 ans, les Maliens commencent certainement à se lasser un tout petit peu. Ça aussi, c'est un fait. Je pense qu'il faut tenir compte un peu de tous ces paramètres. Dans les coulisses, en tout cas, je pense que au sein des Nations Unies, il y a 3 scénarios qu'ils ont déjà proposés à nos différentes autorités. C'est d'abord le renforcement de l'effectif de l'aménagement, pour certainement répondre à un certain nombre de besoins. Le deuxième, c'est transformer l'aménagement en mission politique. Et le troisième, c'est le mixage des deux. À ma connaissance, ces 3 scénarios ne correspondent pas aux besoins, en tout cas, aux besoins des autorités de la transition. Et d'ailleurs, je pense que ce qu'on voit ces derniers temps, c'est un meeting à travers, pour certainement revenir sur la revendication dans les précédentes négociations, c'est que booster l'aménagement pour que ça soit une force défensive, que l'aménagement soit une force de combat. Et à ce que je cherche, je ne pense pas que ça soit dans les résolutions de l'aménagement, que l'aménagement puisse être transformé en force combattante, parce que l'aménagement est dans le chapitre 7 de la résolution. Donc ma question est que, supposons que ces 3 scénarios ne soient pas validés par nos autorités de la transition, et que l'aménagement reste sur sa mission initiale, quelle est l'impasse? Comment nous allons sortir de ça maintenant? Et à savoir aussi que l'aménagement, effectivement, étant donné que c'est sur le chapitre 7, la Nations Unies peut décider de rester, parce que c'est la sécurité mondiale. Mais il faut bien évidemment qu'il soit en phase avec le pays hôte. Mais ça sent bien que nos États aussi peuvent faire en sorte de créer un soulèvement populaire pour mettre en cause même de la vie, de la survie des personnels de l'aménagement. Et ça, ce sont des motifs de départ de l'aménagement. Donc tout ça, ce sont des difficultés sur lesquelles je pense que nous devons réfléchir. Donc ça, c'était ma question. Maintenant, en termes de contribution rapide, moi, je vois plusieurs possibilités. D'abord, je pense que le premier point qu'il faut, c'est que nos autorités et ceux qui sont de l'autre camp, c'est-à-dire ceux qui ont pris les armes, se mettent d'accord rapidement pour appliquer l'accord d'Alger. Peut-être le processus ne va pas être à 100%, parce qu'un processus de paix, on ne peut jamais l'appliquer à 100%, mais qu'on atteint un certain seuil qui fait en sorte que une partie des objectifs de l'aménagement puisse être accomplie, parce que l'aménagement aussi est là pour ça. Donc si on veut que l'aménagement parte, il faut que nous soyons aussi conscients de l'application de l'accord d'Alger, qui a pris un retard phénoménal. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième, c'est de faire en sorte aujourd'hui que $1 dépensé dans le cadre de l'aménagement, au moins qu'il y a 70% qui soit affecté dans notre économie nationale. Je sais que l'aménagement fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais il y a des grands contrats, il y a plein de choses qui peuvent servir notre économie qui est très fragile. Donc, utilisons l'aménagement aussi dans ce sens. Ça peut être bien pour notre pays. Juste pour finir, aujourd'hui, je suis pertinemment conscient que
cette partie va être difficile à ce que la MINUSMA puisse être une force d'interposition, une force de combat. Mais pourquoi nos diplomates ne vont pas négocier en contrepartie de faire en sorte que nos autorités puissent être équipées de la manière la plus exceptionnelle pour pouvoir combattre le terrorisme? Donc ça aussi, ça, je dirais, ça la main de nos différentes autorités. Et je finis juste un dernier mot. Oui. Allez-y, vous avez dit plusieurs, vous avez fait 2, et puis après un dernier mot. Allez-y, rapidement. Juste un dernier mot, M. Atayer. D'accord. Enfin, je pense qu'il faut programmer le départ de la MINUSMA. Okay. Le départ de la MINUSMA. La MINUSMA ne peut pas éternellement rester ici. Ce n'est pas un bon indicateur que la MINUSMA reste. Okay. Quand la MINUSMA est dans un pays, ça veut dire que ça ne va pas. Quelles qu'en soient les bienfaisances qu'ils peuvent faire dans ces pays. Mais la MINUSMA aussi ne peut pas aller de façon brutale. Parce que même si aujourd'hui nous décidons à ce que la MINUSMA parte aujourd'hui, il faut au moins un minimum de 2 ans. Dans les protocoles de la MINUSMA, un minimum de 2 ans. Donc cela veut dire que nos autorités, nous-mêmes, nous Maliens, si nous voulons que la MINUSMA parte, mettons en place un processus de départ de la MINUSMA. Merci. 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 Oui, oui allez-y. Hein? Voilà. On a parlé du BK. Il y a, hein, voilà. Bon. Moi, c'est Boubacar Touré, secrétaire politique du Rassemblement pour le Mali, RPM. Comme il a fait allusion à Ibeka, ancien chef de cabinet du président Ibrahim Boubacar Keïta, feu. Oui. En fait, mon intervention, vous l'aviez si bien schématisé qu'on est dans une chorégraphie. Le départ de la MINUSMA demandé, ça traduit l'incapacité du gouvernement à faire des propositions par rapport au mandat de la MINUSMA. Sinon, on ne peut pas dire qu'ils ignorent le contenu du mandat de la MINUSMA. Une bonne explication de cela permettra à l'opinion de comprendre que le problème du Mali, ce n'est pas avec la MINUSMA, c'est parce qu'il y avait problème que la MINUSMA est venue. Et deuxièmement, notre force armée était un moment en lambeaux. On a commencé la reconstitution de l'armée malienne. Mais pour réformater un homme, ce n'est pas comme si on veut réformater cet hôtel-là, qui en un temps calé, on peut réussir ça, mais formater l'homme, parce que les militaires maliens, c'est l'image de tous les Maliens. De tous les Maliens. Donc ce réformatage, pour que les militaires s'assument et avec brio, ça prend du temps et de l'argent. Mais comme Madame l'a dit, la solution ne peut pas être que militaire. La solution ne peut pas être que militaire. Parce que quand on se rappelle, certains groupes ont pris les armes pour venger des pères qui ont été tués lors d'autres rébellions. Ça a été leur leitmotiv. Bon, après, avec la connexion de la drogue, des trafics de tout genre, alors le rang s'est grossi. Mais aussi qu'on intègre que la situation que le Mali vit aujourd'hui, c'est beaucoup plus géopolitique qu'on puisse le croire. Parce que quand on voit même dans quelles circonstances Dioncounda a demandé l'intervention de Serval, tout le monde, on n'a pas besoin d'être dans les secrets, tout le monde sait, même le courrier n'a pas été rédigé par le Mali. Là où le courrier a été rédigé et signé simplement par le Mali et envoyé. Et l'intervention de Serval à 15 heures, déjà, quand les groupes armés ont avancé sur Kona, vers 10 heures du matin, Bamako a su. Mais à 15 heures déjà, des forces qui ont quitté des milliers de kilomètres étaient déjà à Sévaré. Ça, c'est des trucs bien planifiés. On est dans un jeu que nous-mêmes, nous ne comprenions pas. On est dans un jeu que nous-mêmes, nous ne comprenions pas et on est en train de s'amuser avec, et c'est l'existence même du pays qui est en jeu, à mon avis. Donc moi, je pense qu'on soit pour ou contre les putschistes, le débat aujourd'hui n'est pas à ce niveau. Et qu'il y ait des milliers d'armements, s'il n'y a pas de manipulateurs de ces armements, ça ne sert à rien. Et même s'il y a des manipulateurs de ces armes, après la victoire militaire,
il faut la victoire sociale, s'intéresser au volet social. À chaque victoire, il faut qu'il y ait l'implantation des actes dans le cadre social. Si on ne réussit pas ça, c'est parti pour longtemps. Et l'amunissement et les forces onusiennes, leur durée d'existence dans les pays quand ils interviennent, c'est au moins 40 ans. Okay. Et qu'on se prépare alors. La parole au doyen, oui, allez-y ici. Oui. Bon, et merci vraiment. Merci les panélistes. Vraiment, pour conclure à l'après. Je vous remercie. Et voilà mon papier. Franchement, à quelques phrases près, vous avez dit tout ce que je pense. Voilà le papier. Parce que quand on m'a donné le document, j'ai réfléchi, j'ai mis ça, j'ai dit que je mets ça à la disposition des gens. Mais les panélistes, vous avez parlé à quelques phrases près. Voilà le papier. Ça mérite quand même qu'on applaudisse. Vraiment, je vous félicite. Je ne vous connais pas. Nous nous sommes retrouvés. Vous avez vraiment marché sur ma langue. Et je suis entièrement d'accord avec toutes vos analyses. M. Doumbouya, quand j'ai dit que c'est en 2008, je tiens cela de la part du ministre des Affaires étrangères de la France, à l'époque. Je suis M. Moudi-Félix Sissoko, vice-président du PSB. Il me dit, M. Sissoko, nous avons travaillé ensemble dans le cadre de la Fédération mondiale des villes jumelées. J'étais son vice-président. Il dit, vous les Africains, vous n'anticipez pas. Ton pays est en danger. En 2008, il m'a invité à manger chez lui. Il dit, mais dans 2 ans, vous allez avoir des problèmes. Je te demande, si tu as des connaissances au niveau du sommet, il faut les avertir. Parce que nous avons mis sur le papier, les Africains, tout ce qu'on met sur le papier, vous ne lisez pas, vous ne faites rien pour le lire. Il faut que ça tombe sur vous. Je suis venu, j'ai demandé une audience au président de la République. 2 mois, je ne l'ai pas obtenu. Je suis passé par son chef de cabinet. Il a demandé à ce que ce ministre vienne. Il est venu, j'étais dans la salle. Nous avons parlé de ce problème. C'est pourquoi je vous dis, c'est depuis 2008. Oui, mais vous avez dit que c'est dans 2 ans, donc 2010. Non, 2008. Okay. J'étais en France en 2008 déjà. Il m'en a parlé, il m'a invité chez lui. On a parlé de ça depuis 2008. Ils avaient dit que ton Mali est dans telle position. Et en 2010, vous allez avoir tel problème. Et ça n'a pas raté. C'est pour vous dire que nous sommes vraiment en danger. Ça dit que, c'est ce que j'ai toujours dit, ça ne sert à rien de changer de système sans changer le citoyen. C'est les mêmes citoyens, comme l'a dit M. Doumbouya. Nous tournons en rond, comme l'a dit le chef de cabinet. Je suis entièrement d'accord avec son analyse aussi. C'est pour vous dire que la jeunesse malienne, il est temps que vous allez à la réflexion. Et il y a un poète, un écrivain qui a dit, quelque part, on parle de vide. On dit que le poisson, la rivière est vide de poissons, la maison est vide, ceci, cela. Mais tout ça, ce n'est pas le vide. Le vrai vide, c'est le manque de réflexion. Il faut qu'on fasse la réflexion au niveau de cette jeunesse-là. Et qu'il est temps que nous, politiques et autres, que nous ayons le courage de dire à nos jeunes, voilà ce qui s'est passé. Voilà la réalité. Je le parle. Modibo Keïta, c'est le premier président de la République du Mali. Mais ce n'est pas le premier homme politique. C'est même pas. Modibo a été coopté dans le RDA. Il était à Ségasso, on l'a coopté. Il n'est pas fondateur du RDA. En 1946, quand le RDA s'est créé, Modibo était à Ségasso, il n'était pas fondateur du RDA. C'est Mamadou Konaté, Tian Sidibé et le vieux Faganda qui ont créé le RDA. Et pour la petite histoire, je suis PSP. Le premier militant PSP
c'est Mamadou Konaté, parce que c'est lui qui a accueilli Dabo Sissoko chez lui pour créer le PSP, avant le RDA. Mais ils ont combattu ensemble jusqu'en 1957, le RDA a pris le pouvoir. Mais ils ne sont jamais battus, c'est la réflexion, comme il a dit. Les gens ont réfléchi, ils ne sont pas allés à la guerre. Et pour revenir à la rébellion, en 92, quand je partais à Kidal pour implanter mon parti, j'étais croisé à 200 km de Gao. Il y a quelqu'un qui m'a arrêté, des rebelles, ils m'ont arrêté. Je vais vous faire une petite vidéo, c'est très intéressant. Quand il m'a vu, il m'a dit, mais toi, je te connais. J'ai dit, moi, tu me connais? Il était en turbané. Il dit, vous avez fait le lycée? J'ai dit, oui. Vous avez fait Terrasson? J'ai dit, oui. J'ai dit, est-ce que tu connais Dnandé? J'ai dit, à Taleb. Parce qu'il était tamashek, on l'appelait Dnandé. Il a enlevé le turban, il m'a dit, Sissoko, où est-ce que tu vas aller? J'ai dit que je vais à Kidal. Il dit, non, on m'a signalé ta présence à Sévaré, que tu dois aller à Kidal, tu t'arrêtes là. Tu ne continues pas. On va causer. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu es dans la rébellion? Il dit, je vais venger mon père, qu'on a tué devant moi, à Kidal. Taleb. J'ai dit, Taleb, tu as fait des grandes études. Il dit, oui, c'est pourquoi moi je ne suis pas là pour défendre un pays, je défends mon père. On l'a tué devant moi. Ma mère a été tuée devant moi, mon père a été tué devant moi. Ma rébellion, c'est ça. Il dit, tu retournes, parce que si tu continues, ce qui est devant, je ne sais pas. Mais j'ai besoin d'essence. J'ai dit, mon chauffeur a donné toute ma cargaison d'essence, et puis nous sommes retournés à Gao. C'est pour vous dire que la rébellion a des racines beaucoup plus profondes qu'on le croit. Je vais en arrêter là, s'il vous plaît. Merci, Modi Sissoko. On est pratiquement, on me signale Bouski, là, vous voyez, hein, la réalisation que me signale qu'on est à la fin. Le débat est assez intéressant, très, très intéressant, mais on va prendre au moins cette réaction, et puis après, les invités vont boucler. Et puis, on va se retrouver dans les coulisses hein, pour le reste de l'échange. Hein, parce que le débat, il est ouvert, il n'est pas fermé. Oui, allez-y, allez-y. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Aboubacar Diallo. Oui. Je suis heureux d'être là et aussi peut-être dire un petit bonjour à Baba Dakono qui m'a invité ici. Oui. Mais avant de prendre la parole, je voudrais d'abord vous demander une petite indulgence, car je vois beaucoup de jeunes ici, et c'est très important qu'ils sachent ce qui a été notre pays. Parce qu'il y a le Mali et il y a les Mali. Il y a un premier Mali et il y a un second Mali. Okay. Alors, c'est pourquoi je vais clarifier l'angle sous lequel je vais intervenir. Je vais intervenir à moins d'une minute, dans le premier Mali. Oui, oui. Je vais parler au nom du premier Mali. Mais avant, je demande l'indulgence aussi de l'assistance. Voilà. Si c'est accordé, c'est très bien. Parce que Koumaka Gele, Kouma Fouchogo, Aba Noya, Kouma Fouchogo Fana, Aba Gele. Parce que Kadaka Kouma Debe, à Dengolo, Fembe Ba Dengolo, Kouma Debe, à Baoulou. Alors, c'est pourquoi, alors, quand on s'adresse à une audience, on peut être sûr d'une chose. Tout le monde n'est pas au même niveau d'information. Tout le monde n'est pas au même niveau de compréhension. Okay. Celui ou celle qui s'adresse au public, en fonction de ce qu'il va dire ou de ce qu'elle va dire, peut, sans le vouloir, offenser. Sans le vouloir, créer la confusion ou bien le choix des mots peut provoquer une situation telle que l'entendement de l'auditeur, la personne qui parle, et l'entendement de la personne qui écoute n'est pas nécessairement la même chose. C'est pourquoi on va faire Koumaka Gele. Donc, on va faire. Donc, par rapport au premier Mali. Rapidement, parce qu'on est à la fin. Hein? Nous avons une très longue et vieille histoire. Oui. Dans cette histoire, on a mis en place une forme de collecte, de préservation, d'organisation et aussi de transmission de savoir. Okay. Et qui est enraciné dans la constitution de Kouroukanfouga 1 en 1235 et 1236 et la constitution de Kouroukanfouga 2 en 1255-56.
Donc ce Mali a précédé pendant des siècles avant que le Mali actuel de 1960 naisse à l'indépendance. Donc ces premiers Mali avaient des citoyens qu'on appelait Malidins. Et ces Malidins étaient des exemplaires, des modèles exemplaires. Alors, et qui avaient le socle, qui respectaient le socle de l'État. Mouroya, Mourosebedéa, Horoya, Sinankuya, etc. Ensuite, il y a des esprits, l'esprit qui consistait, qui fait trodon, qui bat trodon, qui beaucoup le trodon, ou là, il bat de kafo, parce que ni il fait trodon, au fanata fait trodon, faut que c'est roduru. Bay enfant, fay enfant, il bat de kafo, ja et tamashiki, il est bamanaye, il est maningaye, il est suragaye, il est fly. No kera, il bat de kafo, était chié à la gauche. Donc on va. Donc comme on n'a pas assez le temps, on va développer ça. C'est important. Promis, on va développer ça dans les coulisses, hein, d'un cours d'histoire. Très bien, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Donc merci pour cette invitation. Madame, oui, vraiment, je suis désolé. Hein, mais... Oui, oui. Je vais juste prendre une dame parce qu'il n'y a que des messieurs qui ont parlé. Non, bon, on a fini parce qu'on a aussi des contraintes. Hein. Les panélistes ont aussi des contraintes. Hein. Donc, madame, rapidement, en quelques secondes, si vous pouvez. En une minute quand même. En une minute, ok, donc bonjour tout le monde, je suis Aïssata Ali, je suis militante du parti Malien tout court, Mouvement pour la solidarité et le développement. Alors moi, en fait, j'avais une petite question pour monsieur Messaoud. Vous savez, aujourd'hui, le Mali est un enjeu géostratégique pour le monde entier. Et tout à l'heure, vous avez quand même dépeint les relations internationales avec de jolis mots, de très jolis mots même, je trouve. Et moi, je pense qu'il n'y a pas toujours cette sincérité-là derrière les actes. Je me pose une question, à savoir, est-ce que réellement, si les efforts consentis pour la guerre en Ukraine avaient été, ne serait-ce qu'à 50%, consentis pour le Sahel, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Merci. Merci, brillante question. Voilà, donc maintenant, on va donner la parole. Hein. Les panélistes, deux panélistes me signalent qu'ils ont aussi d'autres engagements. Donc, on va aller très vite. On est à la fin, Massoud. On sait que vous êtes d'habitude, hein, vous êtes très bref. Hein, donc, vous pouvez faire la même chose pour qu'on puisse clôturer. Hein, et puis, après, une minute chacun. Voilà, d'accord. Merci. Alors, merci beaucoup. Je voudrais juste parachuter sur différents points qui ont été évoqués et je commencerai par l'histoire. Vous savez, la connaissance de l'histoire, elle est très importante dans la vie d'une nation. Ma première visite à Ségou, j'ai rencontré Koké Koulibaly, 27e chef de Ségou après Biton Koulibaly, qui me dit, fiston, tu sais que la première case à Ségou, ce sont des Arabes qui l'ont posée. Et c'est même paradoxe, souvent, j'ai été une fois victime dans une boutique à Bako du Koroni, en pleine rébellion, je voulais acheter une bouteille d'eau. Figurez-vous que le monsieur a refusé de me vendre la bouteille d'eau parce que j'étais arabe. Et ce monsieur s'est dit Bambana. Et ce Bambara ne connaît pas l'histoire du Bambara, parce que s'il connaissait l'histoire du Bambara, il allait savoir que la première case de Ségou a été posée par un arabe. Donc peut-être que ça nous aurait évité beaucoup de choses. L'importance de l'histoire. Maintenant, pour évoquer l'aspect des propositions des Nations Unies par rapport au renouvellement du mandat de la MINUSMA, je dirais que l'option purement militaire n'est pas une solution parce que le Mali est déjà dans cette logique. Barkhane a été dans cette logique purement militaire, tandis que la crise, elle est globale. Elle est politique, elle est économique, elle est sociale. Et la MINUSMA, par exception, et à l'armée malienne et à Barkhane, est la seule mission qui tient en compte l'aspect social, politique et économique parce que la MINUSMA investit dans beaucoup de micro-projets de développement, contrairement à Barkhane ainsi qu'à l'armée malienne. Donc, peut-être l'option politique peut être envisagée parce que ça va répondre à l'aspect politique aussi de la crise. Maintenant, par rapport à la question de si la volonté ou bien les efforts qui ont été consentis pour l'Ukraine ont été consentis pour le Mali. Pour le Sahel. Pour le Sahel en global, le Mali a joué un point important dans la crise sahélienne. Je vais revenir à 2008. Si le Mali a été déclaré sur la liste rouge d'un point de vue sécurité depuis 2008,
il faut reconnaître que le sommet de l'État malien n'a jamais pris au sérieux les alertes. Pour simple preuve, la crise malienne a éclaté en 2012. Avant ça, il y a les Algériens qui ne sont pas seulement restés dans les discours, mais qui ont posé des actes concrets à travers la création de ce qu'on appelle les CEMOC, le comité des états-majors pour les opérations conjointes, créé en 2010, où l'objectif était d'avoir un état-major à Tamaracet réunissant 75 000 militaires africains, maliens, nigériens, algériens, mauritaniens, le G4 avant le G5 Sahel. Chose que le Mali a négligée, parce que dans des opérations de lutte antiterroriste sur le terrain, il y a l'armée malienne qui fait défection. L'état-major mauritanien donne l'ordre à ses forces aériennes que de frapper même sur le territoire malien où il y a eu la mort des bétails. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais ce sont des dates importantes qui peuvent servir d'exemple pour montrer que le Mali n'a jamais été laissé à son sort. Mais lorsque vous-même vous créez des climats de méfiance avec tout le monde et partout, ça rend difficile le fait de vous aider. Okay. Donc, sur ce, je vous remercie pour l'écoute. Okay. Nana, merci. Nana Touré, hein, vous avez, hein, voilà, pour votre dernier mot, voilà, on est à la fin du débat, mais un débat qui va continuer. Hein. Baba Dakono s'est pas encore prononcé. Hein. Il promet de le faire hein, aussi. Hein. Il a une analyse très fine de la situation. Il le fera dans les coulisses. Oui, Nana Touré. Oui. Moi, je dirais que pour terminer, c'est qu'en fait, il n'y a pas de mandat parfait. Il n'y a pas de mandat idéal. C'est important que nous retenons ça. Maintenant, pour ce qui concerne le mandat de l'aménagement, est-ce qu'on peut transformer ces mandats pour avoir un mandat plus offensif? Moi, je me dis, bon, ça n'engage que moi. Je me dis, ça va être très compliqué. Compte tenu même de la configuration du système des Nations Unies, le retard dans la mise en œuvre de l'accord et puis aussi nos relations avec nos partenaires traditionnels. Je pense que ça va être très compliqué. Ce qu'on peut faire au jour d'aujourd'hui entre Maliens, c'est de s'unir et réfléchir collectivement pour trouver des solutions à nos propres problèmes. Et aussi, moi, c'est une question pour terminer, c'est-à-dire je me dis aujourd'hui, si on décide le retrait de l'aménagement, est-ce qu'on a un plan B? Est-ce qu'on a un plan B? Parce qu'il ne faut pas que ça soit comme la situation précédente avec, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si on décide aujourd'hui le retrait de l'aménagement, est-ce que... Merci Nana. Vous avez posé une question. Est-ce qu'il y a un plan B? Il faut avoir un plan B. Oui, Cheikh Oumar. Bon, je vais très vite faire le tour. Hein. Oui. Par rapport à ce qu'il a dit... Rapidement, Cheikh Oui, très rapidement. Par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à changer la forme de la mission, il y a un jeu auquel le vieux il a évoqué stratégiquement. Mais partout où ces nations se sont retrouvées, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ça en Libye, ils ont fait ça en Afghanistan. Les gens aiment bien regarder les relations internationales de façon partielle. On aime dire que non, c'est les Américains qui font ça, les Russes, ils ne sont pas comme ça. En Afghanistan, les Russes sont passés d'abord, puis les Américains sont venus. En Libye, les Américains sont arrivés d'abord, puis les Russes sont venus. Ces gens jouent à ce jeu depuis la guerre froide. Ils jouent à occuper du territoire parce que les empires vivent de conquête. Aujourd'hui, on appelle les empires de les républiques. Et nous avons été suffisamment mal en point pour les inviter chez nous. Et ils vont jouer à ça. L'enjeu, ce n'est ni l'or, ce n'est pas le pétrole. On dit que d'ici 2050, la NASA est catégorique. Hein. L'eau douce va devenir la richesse la plus difficile à trouver. Et le Mali a la réserve la plus grande au monde. Donc ça, on va se battre. Ça, il ne faut pas douter. Hein. Ils ne vont pas faire de cadeaux, on va se battre. Ça, c'est la première chose. Par rapport aux relations internationales, non, ce n'est pas doux, ce n'est pas un jeu. L'Ukraine a eu plus de soutien parce que l'Ukraine a des voisins forts. Nous, on avait des voisins forts et nos voisins ont tenté. Le Niger s'est beaucoup battu pour nous, ce n'a pas donné, pour des raisons qui sont politiques et profondes. Je pense qu'à l'époque, il était chef de cabinet. Il sait que le Niger s'est beaucoup battu. Le Tchad s'est beaucoup battu, ce n'a pas donné, pour des raisons qui sont des raisons de gouvernance interne. Parce qu'il faut comprendre que, contrairement à l'Union européenne, nous, nos mécanismes de gouvernance interne ne sont pas compatibles avec la structuration politique régionale. Donc, c'est difficile que nous puissions collaborer. Pire que ça, toutes nos organisations sont financées par... Aujourd'hui, nous demandons à la France de partir. Demain, nous prenons son argent pour organiser notre référendum. Nous manquons de cohérence. Pour être fort... Je suis désolé. Okay. Mais en dernier, la dernière phrase. Oui. La dernière phrase va au niveau de l'histoire, les anciens. Il y a quelque chose de très important qu'il faut comprendre. Nos jeunes ne connaissent pas l'histoire du pays parce qu'on nous l'a enseigné partiellement. Vous venez de citer les deux Kouroukanfouga, leurs yeux étaient gros comme ça. C'est pourquoi j'ai fait ça, parce que moi, ils ont confiance. Quand je fais ça, ils comprennent qu'il y a eu deux, effectivement. Mais nos jeunes ne savent pas qu'il y a eu deux Kouroukanfouga. Nos jeunes ne savent pas que Modibo a été le premier vérificateur des travaux des Nations Unies et que le modèle de mandat que nous avons a été réfléchi par des Maliens. Vous ne le savez pas. Modibo Keïta.
le modèle de mandat que le Mali a ici a été signé par les Barema Bokoum pour le Kosovo. C'est le Mali qui a créé ça. Donc, si vous n'étudiez pas l'histoire politique, vous voulez venir nous parler de panafricanisme, de Thomas Sankara et de machin, moi je suis désolé. Hein. L'idée, ce n'est pas que vous mourrez en martyr. L'idée, ce n'est pas que vous mourrez en martyr. L'idée, c'est qu'on sert le pays. Merci beaucoup, Cheikh Omar. Cheikh Omar Doumbia. Merci, Cheikh Omar Doumbia. Non, nous avons... Voilà, non, Cheikh Omar Doumbia. Non, on va se retrouver dans les coulisses. Cheikh Omar Doumbia, merci. Hein. Voilà, je voudrais que vous l'applaudissiez, hein, voilà, pour son courage. C'est un jeune, hein, c'est un jeune plein de convictions. Il est plein de convictions. Moi, je l'ai suivi il y a plusieurs années. Il défend toujours ses idées. Il ne défend pas les idées de quelqu'un. Nana Touré aussi, une dame de conviction. Merci de l'applaudir, Nana. Merci. Massaoud aussi, hein, Massaoud Ould Brika, qui est aussi un jeune de conviction. Donc, ils sont nombreux. Hein, c'est vrai, on a une jeunesse mercenaire au Mali, une jeunesse politique mercenaire, mais on a aussi des jeunes brillants au Mali. Merci. Mohamed Atter Halidou, c'était un plaisir de partager cet entretien avec vous. Au revoir et on se retrouve pour d'autres conversations citoyennes. Au revoir. Merci.